Le 49.3, c'est cet article de notre Constitution qui permet au gouvernement de faire adopter une loi sans vote de l'Assemblée nationale. Son utilisation est fortement contestée, comme on l'a vu pendant la réforme des retraites de 2023. Et c'est devenu le symbole du passage en force de l'exécutif au Parlement, et même un symbole d'autoritarisme. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement le supprimer ? Paradoxalement, chaque fois qu'on a proposé de le faire, les parlementaires ont toujours refusé de le supprimer, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, à quelques exceptions près. Alors qu'est-ce qui explique que certains défendent ce dispositif et que changerait sa suppression au fonctionnement de nos institutions ? Pour comprendre tout cela, nous allons voir comment fonctionne précisément le 49.3, analyser les problèmes qu'il pose en termes démocratiques mais aussi son éventuelle utilité, regarder s'il existe des dispositifs comparables chez nos voisins européens, et enfin, voir si on devrait le supprimer ou au moins le faire évoluer. L'expression 49.3 fait référence au troisième alinéa de l'article 49 de notre Constitution, qui existe depuis 1958, même s'il a été légèrement modifié en 2008. Ce dispositif permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement sur un projet ou une proposition de loi. Faisons une petite parenthèse pour voir ce que signifie engager la responsabilité du gouvernement. Dans un régime parlementaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ne sont pas strictement séparés. Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale et provoquer des élections législatives anticipées en cas, par exemple, de désaccord entre le gouvernement et l'Assemblée. Et l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement si elle n'est pas d'accord avec la politique menée. Cela passe par l'adoption d'une motion de censure, qui doit être déposée par au moins 10% des députés et approuvée par la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire par au moins 289 députés sur 577. Le gouvernement peut aussi prendre l'initiative de demander à l'Assemblée s'il a sa confiance, pour s'assurer qu'elle ne risque pas de le renverser, en engageant sa responsabilité sur une déclaration de politique générale ou sur son programme. Revenons au 49.3. Le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur le texte, c'est-à-dire qu'il dit à l'Assemblée nationale qu'il considère ce texte fondamental par rapport à la politique qu'il souhaite mener, et que donc, si elle le rejette, il démissionnera. Notre Constitution prévoit cependant une procédure particulière. Il n'y a pas de vote. On suppose que le gouvernement bénéficie, par principe, de la confiance de l'Assemblée, et c'est à l'opposition de démontrer le contraire. Et donc, dès que le gouvernement annonce qu'il engage sa responsabilité, la discussion s'arrête, quel que soit le stade où on en était, et le texte est considéré comme adopté par l'Assemblée, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures après l'annonce. Elle est alors discutée dans les 48 heures suivantes, soit elle est rejetée et alors le texte est adopté, soit elle est approuvée et alors le texte est rejeté et le gouvernement doit démissionner. Ce dispositif est donc très particulier. Le texte est adopté sans discussion, sans amendement et même potentiellement sans vote des députés. La plupart du temps cependant, il y aura bien un vote qui portera à la fois sur la motion de censure et sur le texte. On voit donc que le 49.3 a une double nature. D'une part, c'est une arme pour contrer l'obstruction de l'opposition, vu que les débats à l'Assemblée s'arrêtent immédiatement, et d'autre part, c'est une arme pour discipliner la majorité parlementaire si elle hésite à voter un texte du gouvernement. Voyons maintenant en détail ces deux aspects. Le 49.3 constitue une arme anti-obstruction très puissante, mais rappelons d'abord en quoi consiste l'obstruction parlementaire. Lorsqu'un texte est examiné par une chambre, les parlementaires peuvent déposer des amendements pour le modifier. Chaque amendement est présenté en séance publique, discuté et adopté ou rejeté, et ainsi de suite, amendement après amendement. C'est ce qui permet aux parlementaires d'avoir un vrai débat et une influence sur la loi votée. L'obstruction parlementaire consiste à ralentir ce processus jusqu'à empêcher l'adoption du texte. C'est une pratique très ancienne, et Jules César se plaignait déjà de l'obstruction de Caton au Sénat. De nos jours, on retrouve cette pratique notamment aux États-Unis, où le Sénat peut être complètement paralysé. Par exemple, les nominations du président Obama étaient constamment bloquées par le Sénat, où il disposait pourtant de la majorité des sièges, car il fallait au moins 60% des voix pour surmonter une obstruction parlementaire. Les choses sont différentes dans les systèmes parlementaires européens où il existe des armes anti-obstruction plus efficaces. En France, l'obstruction consiste principalement à déposer un nombre très important d'amendements. Par exemple, lors de l'examen du projet de loi de privatisation de GDF en 2006, l'opposition avait déposé près de 140 000 amendements. Pour tous les examiner, il aurait fallu y consacrer 8 ans sans que l'Assemblée ne fasse rien d'autre. Or, déposer autant d'amendements est très facile. Il suffit par exemple de déposer des amendements pour déplacer des virgules ou pour modifier les décimales d'un nombre.
Les armes anti-obstruction sont donc indispensables, sinon, comme on l'a vu pour les États-Unis, une minorité pourra toujours bloquer l'action de la majorité désignée par les électeurs. S'il existe de telles armes, pourquoi l'opposition fait-elle quand même de l'obstruction ? Le but n'est plus alors d'empêcher l'adoption du texte, mais justement d'obliger le gouvernement ou la majorité parlementaire à utiliser les armes anti-obstruction pour pouvoir dire que l'exécutif et la majorité ne respectent pas le Parlement et la démocratie. Le 49.3 est l'une de ces armes anti-obstruction, et comme on l'a vu, elle est radicale. Elle interrompt immédiatement toute discussion à l'Assemblée nationale. Or, il existe d'autres armes, moins brutales, comme le vote bloqué, la clôture de la discussion ou encore le temps législatif programmé, qui peuvent être efficaces également, tout en permettant tout de même qu'une discussion ait lieu. Voyons maintenant le deuxième aspect du 49.3, une arme pour discipliner une majorité frondeuse. Les rédacteurs de la Constitution de 1958 pensaient que le gouvernement ne bénéficierait pas d'une majorité forte à l'Assemblée nationale, et mirent donc en place le 49.3 pour assurer une certaine discipline dans la majorité et éviter l'instabilité gouvernementale. Il fut notamment porté par deux anciens présidents du Conseil de la 4ème République, le socialiste Guy Mollet et le centriste Pierre Fimelin. Ils avaient été victimes de l'instabilité gouvernementale et voulaient que les nouvelles institutions en soient protégées. Le 49.3 permet d'assurer la discipline dans la majorité car il oblige ses députés à faire un choix important. S'ils s'opposent au texte, ils devront assumer devant leurs électeurs d'avoir fait tomber le gouvernement, alors même que ces électeurs soutenaient probablement le gouvernement puisqu'ils avaient voté pour un candidat de la majorité. De plus, le Premier ministre est en principe le chef de la majorité et il pourra donc les priver de l'étiquette de leur parti pour la prochaine élection, ce qui signifie souvent leur mort politique. Enfin, ils sont même menacés de perdre immédiatement leur siège, car si le gouvernement était renversé, il est assez probable que le président de la République dissoudrait l'Assemblée. C'est en tout cas ce qui est arrivé en 1962, lorsque l'Assemblée nationale a renversé le gouvernement de Georges Pompidou, seul exemple de motion de censure adoptée à ce jour. Le 49.3 peut donc discipliner une majorité, mais il va même plus loin que ça. Il permet à un gouvernement minoritaire, c'est-à-dire qui ne bénéficie que d'une majorité relative, de gouverner tout de même, grâce à l'inversion de la charge de la preuve. Ce n'est plus au gouvernement de démontrer qu'il a une majorité sur son texte, mais c'est à l'opposition de prouver qu'il y a une majorité contre le gouvernement à l'Assemblée. Imaginons un texte auquel l'opposition de gauche et l'opposition de droite sont défavorables, mais qui est soutenu par la majorité relative, tandis qu'une minorité de députés s'abstiennent. Le texte ne peut pas être adopté selon la procédure normale, vu que le nombre de voix contre sera supérieur au nombre de voix pour. En revanche, il peut être adopté avec le 49.3, car les opposants au gouvernement ne représentent pas la majorité absolue, à moins que les abstentionnistes ne les rejoignent. Or, les députés qui ne sont pas véritablement dans la majorité, mais sans être tout à fait dans l'opposition non plus, hésiteront beaucoup avant de renverser le gouvernement et prendre le risque de perdre leur siège en cas de dissolution. C'est ainsi que Michel Rocard a pu gouverner de 1988 à 1991 malgré une majorité relative en ayant recours au 49.3 à 28 reprises. Voyons maintenant si le 49.3 est une spécificité française ou si nos voisins européens ont des dispositifs comparables. Au Royaume-Uni, le Premier ministre peut poser la question de confiance sur un texte. Celui-ci est mis aux voix à la majorité simple et si le gouvernement perd le vote, il doit démissionner. Par exemple, en 1993, la Chambre des communes avait rejeté une motion ratifiant le traité de Maastricht avant de l'adopter quelque temps plus tard, après que le gouvernement ait engagé sa responsabilité dessus. De même, le chancelier allemand peut poser au Bundestag la question de confiance à la majorité absolue en liant cette question à l'adoption d'un texte. C'est ainsi que Gerhard Schröder a obtenu en 2001 l'autorisation de déployer des troupes en Afghanistan. Toutefois, le chancelier n'est pas juridiquement contraint de démissionner s'il perd le vote. Enfin, le gouvernement italien peut également poser la question de confiance sur un texte et il ne s'en prive pas. Entre 2018 et 2021, les différents gouvernements ont utilisé cette possibilité à 80 reprises. L'engagement de la responsabilité du gouvernement pour discipliner une majorité est donc un outil traditionnel dans les régimes parlementaires. Mais malgré les similitudes, il faut tout de même souligner plusieurs différences entre ces exemples étrangers et le 49.3 français. Tout d'abord, il n'y a jamais dans ces pays de vote implicite. La Chambre vote toujours, même si elle s'exprime par un vote unique, à la fois sur le texte et sur la confiance. Par ailleurs, il n'y a jamais d'inversion de la majorité. C'est au gouvernement d'obtenir une majorité et non à l'opposition. Enfin, en cas d'échec, dans ces pays comme en France, c'est le chef du gouvernement qui démissionne, mais la différence, c'est qu'en France, c'est le président de la République qui décide véritablement de la politique menée, pas le Premier ministre. Et comme le président reste en place, il peut nommer un autre Premier ministre pour mener la même politique qu'avant.
Alors, au final, faut-il supprimer le 49.3 ? Pour le défendre, on pourrait noter que son utilisation est certes très polémique, mais au fond relativement rare. Ainsi, en 64 ans, il a été utilisé 100 fois sur 55 textes différents, soit moins d'un texte par an adopté selon cette procédure. Mais le 49.3 devient une modalité fréquente d'adoption des textes parce qu'il n'y a pas de majorité claire à l'Assemblée nationale. En 9 ans, il a été utilisé sur 30 textes, soit plus de 3 textes adoptés chaque année par le 49.3. On pourrait également le conserver et essayer de limiter son utilisation à certains cas spécifiques. Mais force est de constater que la limitation qui a été portée en 2008 n'a pratiquement eu aucun effet. Depuis cette date, le 49.3 ne peut être utilisé que pour un seul texte par session, sauf pour les projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, pour lesquels son utilisation est illimitée. Or, la pratique était déjà celle-là avant la réforme. Elle ne limite donc pas vraiment le recours à ce dispositif. Et le limiter davantage ne supprimerait pas l'émotion suscitée par son utilisation sur les textes les plus importants. Du point de vue démocratique, 2 éléments permettent de relativiser les atteintes qu'il porte au Parlement. Tout d'abord, la discussion à l'Assemblée nationale est certes immédiatement interrompue, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas du tout eu de discussion au Parlement. Au moment de son déclenchement, il y a déjà eu un examen en commission et souvent plusieurs dizaines d'heures d'examen en séance publique. De plus, le texte proposé par le gouvernement peut reprendre des amendements présentés par les députés. Et enfin, le 49.3 ne peut pas être appliqué au Sénat. Il y aura donc toujours une lecture complète devant la seconde chambre. Surtout, le Parlement conserve tout de même la possibilité de rejeter le texte du gouvernement si une majorité absolue y est opposée. Malgré tout, le 49.3 constitue une anomalie institutionnelle et un passage en force qui n'est plus accepté par la société de 2023. Il faudrait donc sans doute le faire évoluer. Tout d'abord, l'arme anti-obstruction ne semble plus justifiée dès lors qu'il existe d'autres outils. Or, cette interruption immédiate et totale de la discussion constitue l'un des aspects les plus violents du 49.3 qui pourrait donc être supprimé. S'agissant de l'arme pour discipliner la majorité, elle pose aussi question dès lors que le mode de scrutin aux élections législatives donne la plupart du temps des majorités très larges. Mais il est vrai que ça n'est pas toujours le cas, comme le montrent les élections législatives de 2022. Le dispositif conserve dans ces cas une certaine utilité. De plus, notre système politique est totalement centré sur l'élection du président de la République, qui est élu sur un programme. Tant que ce sera le cas, il est assez cohérent que notre Constitution prévoie des outils pour lui permettre de mettre en œuvre ce programme. En revanche, il ne semble pas légitime de conserver l'inversion de majorité, qui permet à des gouvernements minoritaires de gouverner. On pourrait en fait reprendre ce qui existe chez nos voisins. Le gouvernement engagerait sa responsabilité sur un texte, la discussion ne serait pas interrompue et un vote unique aurait lieu, portant à la fois sur la confiance et sur le texte. Cela obligerait aussi les députés qui ont un pied dans la majorité et un pied dehors à sortir de l'ambiguïté et à prendre leurs responsabilités. Est-ce qu'ils apportent leur soutien au gouvernement et adoptent le texte, ou est-ce qu'ils prennent le risque de le renverser ? Aujourd'hui, ils peuvent facilement s'abriter derrière l'abstention et demeurer dans l'ambiguïté. La situation des gouvernements minoritaires serait certes moins confortable, mais la véritable solution dans ces cas-là est de réussir à construire une majorité en constituant une coalition, quitte à faire des compromis. Une réforme du 49.3 ne résoudra cependant pas miraculeusement certains problèmes de fond de nos institutions, et notamment la déformation de la représentation nationale du fait du scrutin majoritaire qui sape la légitimité de l'Assemblée nationale, ou le fait que le président de la République soit élu pour faire barrage plutôt que par adhésion claire à un programme. Mais ces questions seront l'objet de futures vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter et à vous abonner. Vous pouvez aussi suivre la chaîne sur Twitter pour une lecture institutionnelle de l'actualité politique. À bientôt.